La fin justifie les moyens. Les amis, c'est une expression qu'on sort souvent et qui peut correspondre un petit peu à la direction olympienne. Est-ce qu'elle emprunte une voie qui est détestable pour certains, mais qui est plaisante pour d'autres? Je ne sais pas en tout cas comment le juger. On va le juger en fin de vidéo, cette guéguerre qui commence entre la direction et les lofters. Il y a aussi une autre expression qu'on peut sortir. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. C'est-à-dire que c'est à la fin de ce mercato et de cette saison qu'on verra et qu'on jugera le travail qui a été fait par la direction. Pour l'instant, il y a beaucoup de tensions, comme je vous l'ai dit. Dans le monde professionnel, je vais vous l'expliquer tout à l'heure, mais il y a souvent des requins. Et même les directeurs, les présidents de clubs qui sont comme ça. Donc on va en parler tout à l'heure. Tout d'abord, on fait le petit abonnement, le petit like, la petite cloche, le petit commentaire, le partage, c'est très important. On va y aller tout de suite sur le mercato, on va enchaîner sur le mercato, il y a beaucoup de choses à voir. Les amis, on y va tout de suite. Let's go! Alors, nous commençons par quoi? Bon, déjà, une mauvaise chose. Voilà, une chose qui vous fera pas plaisir, pardon, excusez-moi. J'ai un peu bafouillé pour commencer la vidéo, mais c'est pas grave. Regardez le premier but d'Aubameyang avec Alcatia. Ça vous fait mal? Ça m'a fait mal? Eh bien, ça va vous faire mal maintenant à vous. Allez, et regardez bien, il est à droite, là. Il va enchaîner la frappe en force. Paf! Et on va le voir de derrière. Voilà, on va le voir d'en face plutôt. Voilà, Aubameyang, vous le voyez. Hop, la frappe et ça rentre, poteau rentrant. Merci Aubameyang pour ton passé à l'OM. Allez, on enchaîne avec le live de tout à l'heure. À partir de 16h, on se retrouve. Donc moi, je vais me réveiller vers les 2h30. Je ne sais pas, ça ne vous concerne pas, mais c'est pas grave. Je vais me faire mon petit café, préparer mes affaires pour le taf. 16h, on se retrouve en direct. On fera un résumé pendant 1h30, 2h du mercato et des derniers dossiers très chauds. Et après, je partirai malheureusement. Je ne pourrai pas vous commenter le match. Mais les autres matchs qui arriveront derrière, les deux qui restent pour la préparation et la pré-saison, je serai là, le 3 et le 10. Et je serai même là pour les 2 premières journées de Ligue 1. Donc ça, c'est très très important. On sera là pour les 4 prochaines journées, les 4 prochains matchs, prochaines rencontres de l'OM. Ça me fait plaisir et ça doit vous faire plaisir. Donc on se retrouve demain 16h. Mettez un max de likes comme je l'ai préparé qu'hier soir, j'ai envoyé hier soir. Donnez une max de force en bas, on est à 11. Si on peut faire un petit 1 de plus, c'est-à-dire 111, ça ferait du bien. Allez, le racolage est terminé, on enchaîne maintenant avec le match. Ah donc le match que je ne commenterai pas, il y aura un joueur qui va faire ses débuts. C'est Pierre-Emile Hojbjerg. Il va faire ses débuts avec la tunique olympienne. Donc on le voit, il est costaud. C'est vrai qu'il a des grosses cuisses, des gros mollets. Il est costaud, il est tatoué, il est beau et il me ressemble un petit peu, certains le disent. Donc on va espérer que ça soit une belle recrue. Ça soit pas une recrue à la Strootman comme beaucoup l'ont critiqué avant qu'il ne le voie sur le terrain. Moi j'ai confiance à toutes les saisons qu'il a fait dernièrement. Il a été très fort. Il n'y a pas eu de blessure. Il s'est bien tenu physiquement, mentalement. C'est un super joueur et c'est une super recrue qu'on a pris là. J'espère que ça conviendra aux supporters qui sont le plus pessimistes possible. Pour moi, ça me convient pour l'instant de ce que j'ai déjà vu de lui. Voilà, donc on va voir un petit peu sur le terrain maintenant. On le jugera sur le terrain. Et pas tout de suite, hein. On va attendre un petit peu. Voilà, on va pas attendre la première journée, la deuxième journée pour le défoncer. Non, on va attendre un petit peu, 6 mois, voire 1 an. Allez, donc ces premières minutes, on enchaîne. Un autre joueur qui regarde au loin. Voilà, il regarde au loin vers l'avenir radieux qui se profile à lui. C'est Bemo Maïté qui a un jeu particulier cette saison. Il n'est pas vraiment axial finalement, il est plus latéral droit. Et est-ce que ça ne serait pas lui qui remplacerait plutôt Klose plutôt qu'une recrue? Parce qu'apparemment, c'est pas vraiment prioritaire, hein, le recrutement d'un latéral droit. On verra tout à l'heure, l'équipe nous en parle. Mais Bemo Maïté, qui a une place de latéral droit actuellement, il repique dans l'axe quand on a la possession du ballon, quand on passe à 3, avec Merlin qui monte au-dessus. Donc, est-ce que ça ne serait pas lui, notre futur latéral droit? Ça aussi, faut le penser. C'est pour ça que j'ai mis notre latéral droit slash et défenseur central qui regarde vers l'avenir radieux qui se profile à lui. Donc, on espère qu'il va faire une excellente saison et j'ai confiance, c'est un joueur sérieux. Allez, en parlant de joueurs sérieux, j'espère qu'il le sera aussi. Ismaël Koné sera de retour. Pas de retour. Il sera pour sa première arrivée du côté de l'OM. Voilà, parce qu'il n'est jamais venu. Lundi au club. Pas de retour au club. Voilà, donc c'est le 29 qui reviendra, donc lundi. Allez, j'espère que ça se passera bien pour lui. Il participera à la première rencontre, donc le 3 août, du 3 août. Je serai là pour la commenter et j'espère qu'il sera aussi fort que lorsqu'il a marqué ce but-là contre l'Uruguay. Allez, on enchaîne avec Ismaïla Sarr. On part sur le mercato.
Et Fabrizio Romano nous dit qu'Ismaïla Sarr va régler son visa aujourd'hui, donc c'était hier dans la journée, et afin de passer ses tests médicaux et de signer comme nouveau joueur de Crystal Palace. Le Crystal Palace FC a trouvé un accord de 15 millions d'euros avec l'Olympique de Marseille hier, plus un de bonus peut-être. Voilà, je ne sais pas s'il y a les bonus ou pas. En tout cas, ça tourne entre 15 et 16 millions. Voilà, on ne va pas chipoter pour 1 million. À ce niveau-là, c'est quand même une belle somme qu'on récolte pour Ismaïla Sarr. Donc, on va lui souhaiter bonne chance. Pour l'instant, on n'a pas vu d'annonce officielle du club ici et là. Donc, on va attendre un petit peu. J'espère que je ne me suis pas trompé, que ça n'a pas été annoncé, que les autres n'ont pas relayé. Pour moi, je n'ai pas vu relayé. Donc, s'il a été relayé, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Sinon, à l'heure où je vous fais la vidéo, il est 3h42. Donc, c'est normal. Si vous la regardez demain matin, peut-être que c'est fait. Allez, on verra si c'est fait, mais en tout cas, c'est en bonne voie pour Ismaïla Sarr. Allez, on enchaîne avec un autre joueur qui devrait arriver, devrait pas arriver. Alors, certains avaient dit qu'il était déjà là, pas loin, il y a déjà 2 semaines. Là, depuis hier, je vous ai dit, il y en a un journaliste du côté de l'Amérique du Sud qui nous avait dit que c'était chaud, artichaut, il allait venir normalement. Et Alexis Sanchez est une option sérieuse pour l'attaque de l'OM, selon Seb Nonda de Foot Mercato. Mais son statut d'extra-communautaire pose problème, de même que ses demandes salariales. Donc apparemment, le salaire qu'on a entendu, les 3 millions et demi par an, c'était peut-être du fake. Là, ils disent que ça pose problème. Alors peut-être que c'est trop aussi pour 3 millions et demi par an. Peut-être que l'OM veut régresser encore, peut-être à 3 millions, voire 2 millions et demi. Mais au bout d'un moment, le joueur, il avait déjà 6 millions l'année dernière à l'Inter et 6 millions avec l'OM. Il ne va pas baisser non plus à 1 million par an, vous voyez ce que je veux dire? Donc les problèmes salariales, pour l'instant, on ne sait pas vraiment les chiffres exacts. Pareil pour l'extra-communautaire, c'est un petit peu confus. Voilà, parce que regardez, il y a un PS que je vous ai mis là dans mon tweet. J'ai mis PS, Greenwood a la double nationalité, jamaïcaine et anglaise. Anglaise et jamaïcaine, selon Transfermarkt. N'oubliez pas, je vous l'avais relayé, je vous avais montré la photo, je vous la remontre encore une fois. Bim, regardez, Mason Will John Greenwood, né le 1er octobre 2001 à Bradford, 1m81, anglais, jamaïcain. Vous le voyez en gros là. Donc, en fait, il ne reste pas qu'une place, il resterait 2 places d'extra-communautaire actuellement. Il y a Henrique, Luis Enrique, le Brésilien, lui il est que Brésilien, et Murillo Amir, de son prénom, qui est panaméen, exclusivement. Donc, ça serait les 2 seuls extra-communautaires dans notre effectif. C'est pas, comme on dit, peut-être Greenwood. Ça, je ne sais pas. En tout cas, moi, je mets à 90%. J'ai confiance en Transfermarkt. Et dernièrement, on avait vu des articles ici et là qui tournaient autour de la Jamaïque, comme quoi il avait été appelé en sélection, il n'était pas venu chercher son passeport. Mais le passeport, il avait été fait. Je pense. S'il n'était pas venu, qu'on ne lui avait pas donné son passeport, c'est que le passeport, il était déjà fait. Il avait déjà été gravé, tout bordel. Donc, peut-être que d'ici là, j'allais dire le nom. Greenwood, il est allé chercher son passeport, tout simplement. Voilà, ça a été annoncé, pas encore officiellement, mais peut-être qu'il y a juste Transfermarkt qui l'a annoncé. Ou alors un autre site que je n'ai pas trouvé, mais en tout cas, moi j'en suis là avec Greenwood. Je pense qu'il y a peut-être 2 extra-communautaires et pas 3. Voilà, même Pablo Longoria a annoncé 3, ça me semble bizarre. Alors attention, Pablo Longoria, il faut prendre autant les paroles de Pablo Longoria que les paroles des journalistes, que les paroles des insiders ou ceux qui ont des chaînes YouTube comme moi, avec de grosses pincettes. Pablo Longoria, vous le savez, je vous ai parlé en intro des requins, il fait partie des plus gros requins à dents de sabre. Je ne sais pas si ça existe, mais je le dis. Voilà, donc attention, ne croyez pas tout ce que vous dit Pablo Longoria. Même quand il est comme ça, à sourire et tout, surtout quand il a un sourire comme ça. Je crois que je vais te la mettre à l'envers. Attention, Pablo Longoria est un sournois. Je l'aime bien, quand il travaille bien, quand il est bien entouré, mais parfois il y a quelques moments qui m'énervent un petit peu. Voilà, quand il me met en face, moi j'aime pas ça. Voilà, j'aime pas ça. C'est de la critique avec des arguments. Vous voyez, je ne suis pas anti-Longoria ici et là. Allez, on enchaîne. On ne va pas parler de Longoria tout le long. On va en parler à la fin de la vidéo. Alors, la possibilité de voir partir Murillo, c'est pour ça que je vous l'ai mis juste après. C'est par rapport aux extra-communautaires, pardon. C'est épaissi ces derniers jours selon l'équipe. Alors, selon l'équipe, ils en avaient parlé une fois il y a 2 jours. Ils en reparlent encore et ils disent que ça s'épaissit ces derniers jours. Pourquoi ? Un départ permettrait de libérer une place d'extra-communautaire. 3 sur 4 sont occupés actuellement. Bon, moi je dirais 2,5, on va dire. Allez, on va être entre 2. Il y a un joueur qui a une jambe extra-communautaire et une jambe communautaire. Voilà. Un véritable enjeu pour l'OM qui vise Sanchez, qui est chilien exclusivement, et Wang Hee-chan, qui est sud-coréen, soumis à cette législation. Donc eux deux, ils ne pourraient pas venir si on est à 3 sur 4. Si on veut faire les 2 joueurs, il faut faire partir soit Murillo. Mais moi, je préférais qui? Je préférais Enrique. D'ailleurs, dans les commentaires, j'ai 2 commentaires, on ne les voit pas ici, il y a marqué 2, je n'ai pas à les ouvrir. Mais je préférerais, moi, personnellement, qu'on fasse partir Luis Enrique. Luis Enrique, on l'a vu sur la durée. Certes, il est plus jeune,
Peut-être qu'il a une valeur plus importante à la revente, et encore que je suis pas sûr. Mais moi, je préférais me séparer d'un Luis Enrique et prendre un crack côté gauche, comme Wang, il serait à sa place, et prendre un autre joueur, peut-être un jeune, qui peut concurrencer, plutôt que garder Enrique et vendre Murillo, qui pourrait nous servir, qui peut même jouer dans ce rôle-là de latéral droit et repiquer dans l'axe en défenseur central. Je pense qu'il peut le faire. Il peut être polyvalent, ce joueur-là. Il a quand même un physique important. C'est pas un petit gabarit. Il fait plus d'1m80. C'est pas, je veux dire, c'est pas un Djadjedje. Quoique Djadjedje, je crois qu'il le faisait avec Bielsa, je me rappelle plus. Non, c'était Morel de l'autre côté. Mais vous voyez ce que je veux dire. Donc moi, ça me dérangerait de voir Murillo partir. Murillo, il a fait une excellente CAN, j'allais dire, une excellente Copa. Il a fait partie 2 fois du 11 type dans les 2 premières journées de la poule. Donc moi, Murillo, j'aimerais le voir sur la durée. Ça nous coûte pas cher. Il a un petit salaire. Voilà, Luis Enrique a un petit salaire aussi. Mais Luis Enrique, pour moi, on l'a déjà vu sur la durée. Et j'ai bien peur qu'il n'y arrivera jamais. Déjà sur les 2 matchs de pré-saison qu'on a vus là, j'ai vu encore les mêmes défauts. Arriver à faire la différence en vitesse, arriver au moment fatidique, face au gardien, il a eu une occasion sur le premier match face à Nîmes, il a vendangé, voilà, au lieu de tirer directement, il essaye de le dribbler mollement, comme contre Angers il y a 2 ans, on s'en souvient. Voilà, ceux qui ne se souviennent pas, mais moi je m'en souviens, il y a 2-3 ans, contre Angers, il avait une occasion comme ça, il y avait match nul, et il va face au gardien, c'était l'époque Tudor peut-être ou avant, je ne me rappelle plus, il va face au gardien, il est tout seul, et qu'est-ce qu'il fait? Il fait un petit crochet tout bâtard, il donne le ballon au gardien. Voilà, c'est pareil. Et j'ai bien peur qu'Enrique soit toujours comme ça. Il y a un truc qui pêche dans sa tête ou dans son corps ou dans ses cougnettes, je ne sais pas. Mais en tout cas, il m'énerve. Enrique, je ne veux plus le voir. Je veux le prolonger. Je veux le prolonger et le vendre ou le prêter. Pourquoi pas le prêter, qu'il se fasse une expérience en Europe, pas au Brésil. C'est facile d'aller au Brésil. Il a tout son confort là-bas au Brésil. Il connaît le Brésil. Non, non, prêtons-le en Europe, déjà, Luis Enrique, qui s'impose en Belgique ou je ne sais pas où, dans un club français moyen. Et après qu'ils reviennent en force, comme on l'avait fait avec André Ayou en Ligue 2, comme on l'avait fait avec d'autres joueurs avant. Il faut faire comme ça, il ne faut pas fonctionner à l'envoyer dans le confort et le reprendre. Après, tranquille, le mec, il n'arrive pas. Donc, moi, je garderai Murillo. Alors, j'ai fait un gros topo sur Murillo parce que ça m'énerverait de le voir partir. Allez, on enchaîne avec un joueur qui va peut-être être la prochaine recrue. Quoique, c'est pas sûr que ce soit lui, peut-être un défenseur après. À moins d'un retournement de situation, Valentin Carboni, l'Argentine, devrait s'engager à l'OM dans les prochains jours. Discussion en cours sur l'option d'achat qui pourrait s'élever, attention, on a parlé de 36 millions d'euros hier, de 30 millions d'euros selon l'équipe. L'OM est optimiste et espère un dénouement en début de semaine. Alors pourquoi c'est autour des 30 millions d'euros? Peut-être parce qu'en ce moment, il négocie autour des 30 millions d'euros. C'est pour ça qu'il dit qu'il pourrait s'élever à 30 millions d'euros. Et ils ont mis ce chiffre-là, hein, je ne mens pas. Hein. Voilà, j'extrapole pas, je ne dis pas c'est plus bas pour vous tromper à vous. Non, non, non. C'est 30 millions qui a marqué dans l'équipe. Donc peut-être que ça négocie autour des 30, 31, 32. Et peut-être que ça ne sera pas 36 millions d'euros. Voilà, donc finalement, le transfert se fera peut-être sur un prêt, comme il y a marqué en jaune, là, vous voyez, il y a Léo de Mac qui m'a dit, un prêt payant de 4 millions d'euros plus 36 millions d'euros. Je crois que c'était ça. C'est ce que j'avais relayé hier. Peut-être que ça sera 4 millions comme ça directement de l'OM, plus 30, 31, 32, 33, qui atteindront peut-être 35, 36. Pas les 40 qu'on a vu au début. Et les 40, peut-être que ça sera l'option de rachat, la clause de rachat de l'Inter. Vu qu'ils veulent garder une main sur le joueur, voilà, comme Caboret à l'époque. Vous vous souvenez de Caboret à l'époque quand on l'a recruté du côté de Troyes? On l'a recruté en prêt et on l'avait pris en prêt. Il était en option d'achat à 20 millions d'euros. Caboret, l'ancien qui jouait à 3 juste avant. Voilà, et là il était à City. Voilà, je me suis trompé de club. Il était à City, on le prend de City. City, ils mettent une clause libératoire de 20 millions d'euros. Enfin, l'option. Et nous, on ne l'avait pas levé parce que finalement, ça n'a pas été super. Voilà où on en est pour Carboni actuellement. Et je vais préciser 2-3 choses. D'ailleurs, pour ceux qui sont abonnés à la chaîne payant, voilà, ceux qui me soutiennent pécuniairement, qui payent un petit abonnement au lieu de donner des dons de temps en temps sur les lives, ça me fait plaisir quand même. Mais vous avez des avantages. Je vous ai fait des vidéos, j'en ai déjà fait 2. Et je vais en faire une peut-être tout à l'heure qui concerne Carboni pour préciser un petit peu plus le joueur. Il y a un bel article qui est sorti. Je vais vous lire cet article et je vais vous donner mon avis sur le joueur. On va détailler dans la vidéo Carboni vraiment précisément dans cette vidéo-là tout à l'heure. Mais pas grand monde n'aura accès, à part les 10 personnes qui me soutiennent. Merci à vous. Allez, j'enchaîne avec quelques petits points précis sur cet article-là, justement. Vous allez voir un petit peu ce que ça concerne, cet article-là. Giulio Donati, ancien équipier de Carboni à Monza, nous parle de Valentin Carboni. Valentin, c'est un talent. Le dribble et la frappe sont ses points forts. Je le fais avec l'accent parce que c'est un Italien. Vous voyez, il est là, le joueur italien Donati qui parle de Carboni, qui était à Monza à côté de lui, sur le terrain. Donc, il nous a parlé en bien de lui. Valentin, c'est un talent, le dribble et sa frappe sont ses points forts. Derrière, c'est pas fini. Il nous dit, il doit progresser quand même tactiquement. Voilà, un petit point négatif. Mais après,
un autre point positif, à l'entraînement, il reste souvent sur la pelouse pour faire du rab. Il a envie et la détermination de s'imposer. Il déteste perdre. C'est un gagnant, un ragnant, comme il dirait Pablo. Donc, 3 bonnes nouvelles, on va dire, contre une. Et après, je vous précise aussi un autre qui le décrit un petit peu. C'est plus un joueur, c'est un journaliste italien ou plutôt français. Je ne sais pas, il travaille pour la Provence. Gabriele Noli, journaliste spécialiste Serie A, nous parle de Valentine Carboni. Avec Monza, il s'est avéré très utile par sa capacité à se déplacer entre les lignes en offrant des solutions de passe pour les coéquipiers. Donc c'est un joueur qui bouge beaucoup. Il ne va pas rester cantonné sur son côté droit ou dans l'axe, à pas bouger à droite à gauche. Non, non, il va beaucoup bouger dans le cœur du jeu, aller sur le couloir pour permuter peut-être avec un Greenwood. Greenwood reviendra dans l'axe, lui il ira à droite parce qu'il a tendance à aller sur la droite. C'est un joueur gaucher, un petit peu. On peut le comparer à un Thauvin, par exemple, sur le côté droit. Il repique dans l'axe pour centrer, pour frapper. Donc c'est un joueur souvent qui va aller sur le côté droit, moins sur le côté gauche, parce qu'il est gaucher, comme je vous l'ai dit. Et là, ils nous disent qu'il va dans les entrelignes, voilà, qu'il va dans les interlignes, pardon, pour aller chercher les ballons, pour proposer des solutions aux passeurs marseillais. Voilà, donc ça, c'est intéressant. C'est pas un feignant dans les déplacements. Mais ça, c'est offensif. On va voir un petit peu défensif derrière ce qu'il nous dit. Alors, je continue sur le petit trade que je vous ai fait. Il peut créer de nombreuses occasions et semer le trouble dans la défense adverse. Son premier contrôle est bon. Il avait 85% de passes réussies en Serie A la saison dernière. Et il adore partir du côté droit vers l'intérieur du jeu, comme je vous l'ai dit. Et regardez-moi cette qualité, la semelle sur le ballon. Moi, j'aime bien voir ces images-là. C'est pour ça que je vous ai mis cette image-là qui ne correspond pas vraiment au texte. Mais j'aime bien voir les joueurs contrôler des fois le ballon avec la semelle. Quand on a un joueur qui contrôle le ballon en pleine course, le ballon avec la semelle, c'est quand même qu'il y a quelque chose. Je sais pas, moi je dis comme ça. Peut-être que beaucoup peuvent le faire. Mais je trouve que c'est assez élégant. C'est assez élégant à voir. Je continue, donc il est très précis dans ses passes, 85%. Il a un super bon contrôle, le premier contrôle très important pour les joueurs offensifs, même les joueurs en général. Mais comme il le disait Platini, le plus important dans le football, c'est le contrôle. Je crois qu'il avait dit un truc comme ça. Et oui, parce que sans le contrôle, ben tu vas dans le mur. Allez, je continue, on termine. Et il a un geste fétiche qui ressemble à celui de Thauvin. C'est pour ça que je vous ai dit Thauvin. Son geste fétiche, un peu comme de nombreux prédécesseurs gauchers avant lui, Florian Thauvin, Sajin Sunder, Valentine Carboni aime repiquer puis centrer depuis l'axe. Vous voyez ce que je veux dire, l'image que vous avez de Under, surtout il le faisait souvent, un peu moins Thauvin. Thauvin c'était plus pour frapper, il cherchait les chiffres, les stats Thauvin, alors qu'Under était plus collectif à mon goût. Et Under, vous en souvenez, quand il repiquait dans l'axe à 20-30 mètres de la surface, du but plutôt, il centrait puissamment devant le but et c'était vachement dangereux. Ça repiquait vers la surface et des fois c'était presque un but. C'est peut-être arrivé qu'il a marqué un but comme ça sans que les joueurs ne le touchent, je ne me rappelle plus. On s'en souvient de l'occasion face à Tottenham. Tiens, je pensais à Augsberg, l'occasion de Kolasinac ce compoto. Eh ben je crois que c'est Under qui centre, il me semble. Je crois que c'est Under qui centre pour Kolasinac. Le ballon rase le poteau, mais il en est fallu de peu qu'il marque directement Under. Bon, dommage, pas de but, dommage, on se fait éliminer. À quelques centimètres près, que ce soit sur la tête de Kolasinac, plus en arrière, il aurait mis au fond des filets, ou plus en avant, poteau rentrant, à quelques centimètres près, on aurait été en huitième de finale. Et peut-être l'avenir serait différent. Aujourd'hui, peut-être qu'on aurait des joueurs plus élevés en termes de niveau. C'est vrai, hein, ça, il faut le prendre en compte. Parce que en étant en huitième de finale à l'époque, on aurait eu un budget supérieur, sûrement, avec les revenus de la Ligue des Champions. On aurait recruté d'autres joueurs. On aurait peut-être réussi notre saison derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Il y aurait eu peut-être de meilleures choses. C'est pas sûr. Mais pour un rien, pour un grain de sable, comme je vous ai dit, un grain de sable dans le football, ça fait des montagnes. Allez, j'enchaîne avec Carboni, c'est terminé. Donc, n'hésitez pas à me parler de joueurs. Donc, je vais vous le décrire bien précisément pour ceux qui me soutiennent, les amis. Allez, on termine maintenant avec on termine, il y a beaucoup. Kylian Sildia, donc le défenseur arrière droit français qui fait les JO, actuellement avec l'équipe de France Espoir, a fait part à son entraîneur du côté de Fribourg de son envie et sa détermination à rejoindre l'OM. Ses agents travaillent pour résoudre la situation car le joueur ne veut pas être perturbé lors des JO. Voilà, actuellement il est au JO, il n'a pas envie de s'occuper de cela. D'ailleurs, il a eu une interview à la conférence de presse hier soir, ce vendredi soir, où il a dit « J'ai pas envie d'être perturbé pour l'instant, mon avenir, je verrai ça après. Pour l'instant, il y en a qui gèrent ça pour moi. » C'est ce qu'il a dit, il a botté en touche en fait. L'OM attend la réponse de Fribourg. Donc on est toujours dans l'attente, on a offert une première offre. Apparemment, du côté de la Provence, ils disent que c'est plutôt bon. Ils vont sûrement refuser parce que le joueur est quand même coté à 15 millions, si je me souviens bien. Si vous avez envie de regarder la vidéo d'hier, n'hésitez pas, il y a un petit qui apparaît. Et voilà où on en est pour donc du côté de Sildia. Et je vais préciser autre chose pour le joueur. Concernant le dossier Kylian Sildia, les pourparlers existent bien, nous dit l'équipe.
Et des chiffres ont déjà été évoqués entre les deux clubs. Mais ce poste de latéral droit n'est pas une priorité pour l'OM. Ça, c'est très important de le souligner. J'aurais dû le mettre en gros, en gras, en travers, en diagonale, ce que vous voulez, en toutes les couleurs. Mais ce n'est pas un poste prioritaire pour l'OM de renforcer les latéraux droits. On a vendu Klos à Nice, 5 millions plus 1 de bonus. Lirola et Murillo sont sur le départ. Je n'ai pas parlé de Lirola avant, mais bon, j'avais pas envie d'en parler. J'ai parlé de Murillo, ils sont sur le départ. Donc si les trois partent, il restera que Meïté qui est en polyvalent. Alors, attention les amis, attention où on va. Si on commence à ne pas faire des doublures à tous les postes, là, je vais commencer à râler quand je ferai le bilan de mercato, de fin de mercato. Quand on fera un bilan ensemble, en live, j'essaierai d'inviter d'autres youtubeurs, pourquoi pas. On va essayer de faire ça bien proprement cette fois. À chaque fois je le dis, mais je le fais pas, mais cette fois je vais le faire. Et on va donner un point précis sur tous les dossiers, sur tous les postes précis. Gardien, défenseur droit, défenseur gauche, défenseur centraux, milieu défensif, milieu relayeur, milieu offensif, créateur, milieu côté droit, ailier gauche, attaquant de pointe. On va parler de tous les postes et même les remplaçants. Il faudra que ça soit doublé pour ma part. Même si on n'a que 2 compétitions, j'en ai marre d'avoir un joueur qui joue un temps milieu de terrain et qui se retrouve défenseur central, comme à l'époque de Rongier qui devait jouer arrière droit, défenseur central, à la buvette. Vous voyez ce que je veux dire? Non, non. L'OM, ça n'a pas à jouer avec à jouer avec des bouts de ficelle. Il faut qu'on soit sérieux. Au bout d'un moment, double poste, doublé, je veux dire, poste doublé à tous les postes. Voilà. Donc si on vend les 3 joueurs que je vous ai dit, donc Klos c'est fait, Lirola, Murillo qui vont se faire peut-être. Il faudra recruter derrière. Je ne veux pas entendre parler de « Ouais, mais il y a Meïté, il n'y a pas de souci. » Et Rongier, il a déjà joué à ce poste-là. Attention que je n'entende pas ça. Moi, je râlerai. Hein. Je râlerai. Même si ça réussit, je râlerai quand même. Parce qu'on aura pris un risque. J'ai pas envie de prendre de risque. On a largement les moyens d'investir sur un joueur. Alors, peut-être pas celui-là. Voilà. Donc, investissez sur un joueur et soyez sérieux dans vos recrutements. Il y avait un Guéladoué qui est parti du côté de Strasbourg. Pour moi, c'était intéressant déjà à 7-8 millions d'euros. C'est pas cher. Voilà. Guéladoué qui est du côté de Strasbourg, on l'aurait pu le prendre en remplacement de Klos. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça m'intéressait un joueur comme ça. On l'avait vu face à nous. Il nous avait fait un petit peu mal. Voilà. Je dis ça, c'est un exemple. Hein. Il y en a d'autres dans le football. Il y a un Gelert qu'on me parle dans les commentaires à chaque fois qui est parti du côté des Galatasaray pour 7-8 millions aussi. C'est pas cher non plus. Donc attention de ne pas trop tarder à certains postes. Latéral droit, attaquant, parce que là on traîne sur Nketiah. Milieu de terrain offensif, créateur, ça va se faire sur Carboni, donc on va dire que c'est bon. Ailier droit, c'est bon, on a Greenwood, mais il faudrait peut-être un remplaçant, à moins qu'on joue avec Kylian Abdallah, pourquoi pas pour remplaçant. Côté gauche, ailier gauche, attention, il faut se presser aussi. Faut se presser aussi. Au bout d'un moment, Wang, il va pas attendre non plus. Et derrière, je ne sais pas ce qu'on a comme autre piste, mais on n'entend rien. Alors, ailier gauche, je veux bien. Luis Enrique, pour moi, c'est trop tendre. Donc, faudra aussi s'y mettre. Allez, j'enchaîne parce que là, je commence à m'énerver. Je monte dans les tours. Donc, ce n'est pas une priorité pour l'OM, apparemment, selon l'équipe. Allez, on part sur les nouvelles rumeurs, les amis. On est déjà à 22 minutes et on n'est même pas à la moitié. Je suis désolé, ça va durer 1 heure. Allez, j'enchaîne. L'OM est quasiment tombé d'accord avec Derek Cornelius, selon RMC Sport et Fabrice Hawkins qui le relaye. Le défenseur central veut rejoindre l'OM. Discussion en cours entre l'OM et Malmö. Le club suédois réclame 3,5 millions d'euros. Il est coté à 2,8 millions sur Transfermarkt. Brest et Lille sont aussi intéressés. Voilà, donc l'OM est quasiment tombé d'accord avec le joueur. On va voir derrière. Autre information qui nous vient de la Provence, et la Provence nous précise qu'il y a un accord, il y a déjà un accord entre l'OM et Derek Cornelius. Donc c'est fait entre l'OM et le joueur, il veut venir, il n'y a pas de souci. Il y a un accord peut-être sur le salaire à avoir plus tard. Je ne pense pas qu'il aura un gros salaire, il vient de Malmö. L'OM n'a pas encore convaincu par contre Malmö. Entre les clubs, pour l'instant, ils sont en train de négocier sur la somme à donner. Lille est valorisé pour 2,8 millions d'euros sur Transfermarkt, comme je vous l'ai dit. Transfert du défenseur central pourra être négocié à un peu plus de 3 millions d'euros, comme il nous avait dit RMC Sport. Il nous le relaye encore la Provence. L'OM cherche à se renforcer à ce poste axial gauche, défenseur axial gauche. C'est un gaucher. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit dans la vidéo d'hier. J'avais parlé. Le prochain, attention, on va partir sur un défenseur central gauche. Je sais qu'on en avait parlé la semaine dernière, mais je vous l'ai dit, ça va tomber, je pense, dans les prochains jours. Et c'est tombé le jour même. Voilà, quand je dis quelque chose, ça tombe. Voilà, je suis devant. Allez, on enchaîne avec le même dossier. À noter que sur ce dossier-là, Derek Cornelius, le défenseur, partage la même agence de représentants, Axia Sport Management. C'est les agents, en fait, qu'Ismaël connaît. Il a les mêmes agents qu'Ismaël connaît. Canadien aussi, même pays. Ce qui pourrait faciliter l'opération, c'est vrai. On va voir précisément autre chose, parce que pour l'instant, il est canadien, c'est extra-communautaire. Mais non, il a une double nationalité, les amis, jamaïcaine. Ah bah tiens, comme un Greenwood. Vous voyez, là, je l'ai mis en rose.
Allez, je vous précise le dossier de son profil Transfermarkt. Donc Derek Cornelius, 26 ans, bientôt 27 en novembre, ça va. 1m88, c'est costaud. Il est gaucher. Hein. Canadien, 26 sélections, il a de l'expérience avec son équipe nationale. 2026 pour son contrat à Malmö, 2,8 millions de valeur Transfermarkt, c'est pas excessif. Donc Derek Austin Cornelius, exactement, Canadien, Jamaïcain. Il est gaucher, c'est marqué ici. Défenseur central exclusivement, il peut jouer à droite comme à gauche. Il sera, je pense, sur le côté gauche et il compensera les montées de Merlin quand il montera dans le milieu. Vous voyez ce que je veux dire? Là, en ce moment, actuellement, c'est Brassier. Donc, il sera le remplaçant ou le concurrent d'un Brassier. Selon ses niveaux. Hein. S'il faut, Brassier, il n'y arrivera pas et ça sera lui le titulaire. Peut-être. On ne sait pas ce qui peut arriver dans le football. Je continue sur le dossier. Donc, monsieur, comment s'appelle Cornelius. On voit que dernièrement, il a été prêté. De Vancouver à Malmö, ou à moins que c'est un transfert. Non, c'est un dernier transfert. Le dernier transfert, pardon, de Vancouver à Malmö. Donc là, il appartient à Malmö. Et voilà un petit peu. Il arrive en début de saison ou en milieu de saison plutôt. Il a joué une douzaine de matchs avec Malmö la saison dernière. Plus précisément, il a joué exactement 19 matchs en comptant la coupe. 2 buts, une passe décisive. 1600 minutes de jouer sur une demi-saison, les amis. Hein. C'est normal qu'il n'a pas beaucoup joué la saison dernière. Précision pour le joueur, venant du média Nordisk Football, ils nous disent que qui est Derek Cornelius, le défenseur central de l'OM, que pourrait s'offrir l'OM. Arrivé en Suède en février 2023, donc il a joué une demi-saison comme je vous l'ai dit, il est devenu tout simplement une référence à son poste au pays avec Malmö. Ses qualités, sa vision du jeu est intéressante, capable d'anticiper les mouvements des attaquants adverses, il est rarement pris de vitesse et bien placé pour intervenir, ce qui fait de lui un joueur très enclin à intercepter les ballons, donc très fort dans l'interception de ballons. Son physique est une de ses principales qualités, rapide et puissant. Il sort très vite sur les joueurs adverses pour les prendre de court, ce qui en fait un des meilleurs joueurs d'Allsvenskan en 1 contre 1. Donc ça, c'est la division suédoise. Son jeu aérien est également excellent. Il s'impose très souvent grâce à son physique et possède une détente intéressante. Je ne sais pas pourquoi il met un cerveau, mais c'est pas grave. Ses défauts. Maintenant, on va parler des défauts. Son agressivité sur le porteur du ballon lui porte parfois préjudice. Sur ses sorties, comme on a vu, voilà, il sort souvent sur le joueur, essayer de passer devant, et bien parfois il fait des fautes. Et surtout avec son gabarit, ça doit faire des grosses fautes. Le Canadien est donc un joueur qui est susceptible de faire plus de fautes, même s'il a l'intelligence de les faire à un moment opportun pour ne pas mettre son équipe en danger. Après, il ne faut pas dire qu'il est parfait, sinon il ne serait pas à Malmö. Son physique lui crée forcément un certain manque d'agilité, le rendant un peu polyvalent. Assez peu polyvalent sur une seule action. Ses actions défensives sont donc parfois un peu annihilées face à des joueurs très techniques. Il a du mal à se retourner, c'est ce qu'il veut dire. Il a un peu mollasson peut-être sur les premiers mètres. Voilà, ça me fait penser un peu à Isaac Touré, on s'en souvenait. C'était un arrière central qui pouvait côté gauche, gaucher, très grande taille. Plus grande taille que lui, puisqu'il faisait quand même 18 cm de plus, 2,06 m. Lui, il fait 1,88 m à peine. Donc, pas vraiment à l'aise avec le jeu long. Il est un joueur qui va préférer multiplier les passes courtes plutôt que de renverser ou de trouver ses coéquipiers dans la profondeur. Ce n'est pas forcément une faiblesse, mais ça peut en devenir une puisqu'il ralentit parfois le jeu. Pour conclure, le style de Cornelius est intéressant pour la Ligue 1, car très physique de plus, il a déjà de l'expérience au niveau européen, mais également à l'international avec le Canada, affaire à suivre. Voilà une précision assez concise, les qualités, les défauts de Cornelius. On enchaîne, firme canadienne à l'OM, et oui, parce qu'on a déjà Koné, on a maintenant Cornelius qui arrive, et bientôt Jonathan David selon Kobe. On espère le faire, pourquoi pas, j'aimerais bien qu'il vienne à l'OM, un attaquant de ce qualité-là, de ce calibre. Et il nous avait dit lors d'une vidéo qu'il aimait beaucoup le Vélodrome. Déjà, c'est un très beau stade. Quand c'est vide, c'est très beau. Et quand c'est plein, eh ben, on ne s'entend même pas parler sur le terrain. C'est ce qu'il avait dit plus ou moins, Jonathan David, qu'on espère voir à l'OM. Un autre joueur maintenant, j'enchaîne les amis, parce que sinon, la vidéo va être très longue. Il y a un dernier dossier qui va être très très chaud. Restez jusqu'à la fin. Je vais gueuler, j'en ai déjà la bave aux lèvres. Alors, l'OM s'intéresserait à Robert Renan, le Brésilien. Rennes a entamé des discussions. Besiktas et Porto sont également intéressés par le défenseur central de 20 ans, bientôt 21, si je ne me trompe pas. Il est né en 2023. Non, 2003. Sinon, il n'aurait qu'un an. Le Zénith de Saint-Pétersbourg, mais on dit Zénith, en voudrait 15 millions d'euros, et pas de roubles. Selon Bruno Andrade, je crois, c'est un journaliste qui travaille pour un média UOL Esports, portugais brésilien, c'est très important comme compte. Donc c'est du sérieux, l'OM est intéressé, mais il y a d'abord Rennes qui a déjà entamé des discussions. Ils ont un peu d'avance, le club rennais, ils recherchent activement un défenseur, et nous aussi on cherche activement un défenseur central gauche. Lui aussi il est gaucher, comme le poste d'avant, comme Cornelius avant. Donc si Cornelius ça se fait pas trop cher, peut-être que celui-là, on se positionnera sur lui, mais ça sera plus cher, les amis. On essaiera de faire un prêt comme d'habitude. Allez, on y va sur sa fiche Transfermarkt, les amis. On va voir sa précision tout à l'heure. Robert Renan Alves Barbosa, son vrai nom.
1m86, il est un peu plus petit. Je monte un petit peu, j'ai oublié de parler de sa fiche en haut. Donc il est né en 2003 exactement le 11 octobre. Il va avoir 21 ans en octobre. 1m86, un peu plus petit. Voilà, de 2 cm que Cornelius. Brésilien U23, une sélection. 9 millions de valeur Transfermarkt internationale pour son club. Mais il est en prêt, prêté par le Zénith. On enchaîne. Il est brésilien, gaucher, il appartient donc à Zénith Saint-Pétersbourg jusqu'en 2028. Valeur Transfermarkt, je vous le reprécise, c'est 9 millions d'euros. Bon, c'est pas grave, j'ai tout mis en rouge, on s'en fout. Donc il est arrière-gauche, il peut dépanner arrière-gauche, vous le voyez en vert. Il est surtout défenseur central, mais un petit peu comme Cornelius, il peut dépanner côté gauche. Un peu moins Cornelius, qui a l'air moins polyvalent, un peu plus lourdeau, selon le descriptif du média tout à l'heure. Mais lui, il est un petit peu plus polyvalent, à ce qu'on voit, peut-être plus léger, vu qu'il est un peu plus petit. Je peux me tromper de 2 cm. Il a peut-être 2 kg de moins dans les fesses. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà, donc 9 millions de valeur. 15 millions réclamés par le club russe. On essaie un petit peu pour voir qu'il a été prêté du côté du Zénith à l'international et qui reviendra le 31 décembre 2024. Donc si on l'achète du côté de Zénith, il ne reviendra peut-être pas de prêt avant le 31 décembre 2024. Donc c'est peut-être un dossier compliqué encore plus que Cornelius. Je pense que Cornelius, ça va probablement se faire. C'est pas trop cher. Il y a déjà un accord avec le joueur. Ça tourne autour des 3 millions d'euros pour le prix du transfert. Voilà, à moins que ça soit du fake. Je pense que ça peut se faire d'ici cette journée-là, ou d'ici demain, d'ici lundi. Pourquoi pas? Mardi au plus tard. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je pense que c'est plutôt Cornelius qui va se faire avant ce dossier-là. Mais on précise quand même 2-3 choses. On continue avec le dossier de Renan. Il a joué l'année dernière 36 matchs du côté du Brésil. Il a joué un petit peu en Russie aussi, un petit peu 4 matchs. Là, on voit 4 matchs, 315 minutes. Il a joué donc 36 matchs, 2 passes décisives, 2641 minutes de jeu. Il a joué 6 matchs à gauche et 23 matchs dans l'axe. Voilà plus précisément le profil sur Transfermarkt. On va voir maintenant un petit détail de Bawawa. J'aime bien ce compte-là. J'essaierai un jour de l'inviter s'il veut, bien sûr. Il connaît bien le foot sud-américain. L'OM est là, cible Robert Renan, défenseur central du Zénith. Même concept que pour Kylian Sildilia, profil multiposte pour gérer différents schémas de jeu, plus un focus sur la capacité athlétique et la taille. Roberto De Zerbi, ça va très vite, niveau je sais pas, performance ou je sais pas quoi. Je sais pas ce qu'il voulait dire là. Graphique avec tendance vers la baisse et ballon de foot. Voilà, ça va très vite au ballon. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'il a un profil à Kylian Sildilia, qui est un arrière droit de base et qui peut jouer dans l'axe. Lui, a contrario, c'est plutôt l'inverse. C'est un défenseur central qui peut dépanner côté gauche. Un peu comme Luan Pérez à l'époque. Vous vous en souvenez de Luan Pérez il y a 2 ans, il y a 3 ans avec Sampaoli. Moi, je regrettais un petit peu son départ. Hein. Certains disent qu'il était mauvais. Mais sur la fin de saison, je trouve qu'il était un peu plus plaisant. Je trouve. Il commençait à prendre le dessus sur la Ligue 1. Il venait d'arriver du Brésil. Et je trouve qu'il était intéressant sur la fin de la saison. Ça, c'est mon avis. C'est mon avis, je peux me tromper. Mais il faisait moins le recul-frein comme il faisait en début de saison. Et on arrivait à gagner plus de matchs. N'est-ce pas? Le dernier match qu'on a gagné contre Strasbourg, 4-0. Avec Gerson, qu'on regrette encore. On va en parler de Gerson juste après, avec le dossier Longoria qui va être resté jusqu'au bout. Allez, on y va. On enchaîne et on enchaîne sur un autre dossier. L'OM serait intéressé par Boubakary Soumaré, le milieu défensif de 25 ans, sous contrat à Leicester jusqu'en 2026. Valeur Transfermarkt 14 millions d'euros selon la Minute OM. Alors, ce dossier-là est à prendre avec des pincettes, des extrêmes pincettes, les amis, parce qu'il y a un gros salaire que je vais vous montrer tout à l'heure. Voilà, c'est un joueur qui joue en Angleterre. Il a été prêté la saison dernière du côté de Séville, si je ne me trompe pas. On va voir sa fiche Transfermarkt. Vous le connaissez tous. Normalement, il a joué à Lille. Voilà, vous le connaissez normalement. Hein. Boubakary, je ne me rappelais plus de son prénom. Je crois que c'était Boukary. Boubakary Soumaré, normalement, vous connaissez. C'est un milieu de terrain qui a quand même du coffre, qui est milieu défensif, milieu central. Il peut dépanner. Vous voyez, il y a ces postes-là. On va lire sa fiche Transfermarkt. Donc, Boubakary Soumaré, c'est un Français important, non extra-communautaire. 1999 pour sa naissance, donc il a 25 ans, 1m88, très costaud, milieu défensif, 14 sélections avec les U21 français, 14 millions de valeur Transfermarkt, j'en ai parlé, 2026 pour son contrat à Leicester. On descend un petit peu, milieu défensif, milieu central, il peut dépanner. Il est droitier, très important, il est franco-sénégalais, bon c'est pas important pour nous, donc il peut dépanner comme je vous l'ai dit. Il a été prêté la saison dernière et il revient du côté de Séville cet été. Voilà, donc il a joué en Ligue 1, vous le voyez en dessous, dans sa carrière, 84 matchs, 1 but, 1 passe D. Ce n'est pas un joueur qui a des stats, c'est plutôt un joueur qui va travailler dans le cœur du jeu, qui va apporter les ballons pour les autres qui vont créer le jeu plutôt offensivement. Voilà, c'est un joueur qui va gratter les ballons. Peut-être moins qu'Hojbjerg, hein, parce que dans les stats de Hojbjerg face à Soumaré, il y a plus de récupération du côté d'Hojbjerg. Après, ça peut être complémentaire. 2 teignes sur le terrain, ça peut être complémentaire. Après, c'est une rumeur à prendre avec des pincettes. On continue.
On continue. Alors, on regarde un petit peu sa saison dernière du côté de la Liga. Il a joué quand même 34 matchs, il était titulaire. Une passe décisive, 12 cartons jaunes. Il prend énormément de cartons jaunes, ça fait un carton, pas tous les 3 matchs, mais plus, entre 2 et 3 matchs, il prend un carton. Ça fait qu'il sera suspendu, voilà, il a été suspendu à mon avis. 2700 minutes pratiquement pour 28 matchs en Liga, 4 matchs en Ligue des Champions. C'est un joueur qui a de l'expérience au très haut niveau. Il a joué quand même en Liga, il a joué quand même en PL, il a joué quand même en Ligue 1. Donc il a vraiment une expérience, même s'il a que 25 ans. C'est un joueur quand même qui a un certain niveau. S'il vient à l'OM, ça serait un surplus de niveau, je pense. Voilà. Peut-être que ça peut remplacer un départ, s'il y a un départ de Verretou et Kondogbia. Là, je pourrais y penser que ça serait vraiment du concret. Pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de départ d'un Verretou et Kondogbia, qu'on va parler juste après dans le dossier Longoria, je ne pense pas que ça soit vraiment du concret. À moins que ça ait les premières discussions de très très loin. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, on enchaîne et je vous montre justement un graphique entre Hochberg et Soumaré. Vous voyez que c'est complémentaire finalement. En rouge, vous avez Soumaré. En bleu, vous avez Hochberg. Et finalement, à part sur les erreurs où Soumaré est un peu moins important qu'un Hochberg, quoique moins c'est haut, mieux c'est en fait. Là, vous voyez, il y a marqué erreur ici. Vous voyez, il y a marqué erreur. Plus c'est haut, plus c'est mauvais, à mon avis. Hein. Je ne sais pas si je le prends bien dans le bon sens, mais plus c'est bas, plus c'est bon. C'est-à-dire que Hochberg, il est meilleur, il fait moins d'erreurs. C'est ce que je pense. Après, le reste, on regarde dans le jeu aérien, par contre, Hochberg, moins fort, beaucoup moins fort qu'un Soumaré qui est énorme. On le voit, il est très très fort. Donc ça peut être en complémentarité d'un Hochberg. Et vous voyez que le reste, finalement, le pic là, en dribble taclé, il est plus fort. Ici aussi, ici aussi, aussi. Toutes les faiblesses où à Hochberg, à part les erreurs, eh ben, il comble. Donc ça serait un pendant intéressant. Voilà, comme Koné, on en a vu dernièrement, je ne vais pas vous le remontrer. Si vous voulez voir les vidéos, vous avez les anciennes vidéos quand Hochberg est arrivé ou... Oui, quand Hochberg est arrivé. Donc là, ça serait intéressant. Allez, j'enchaîne maintenant pour le côté graphique. Bon, on va pas regarder celui-là, sinon c'est trop long. Je vous conseille, pour ceux qui ne connaissent pas, ce compte-là, il est intéressant. C'est Football Tactique, je crois. Mais je le relayerai une prochaine fois, sinon la vidéo va être trop longue. Voilà, donc vous avez le graphique ici de Soumaré. Regardez, voilà, n'hésitez pas à faire une pause. Voilà, je vous le mets en grand, voilà, si vous voulez. Ouais, faites une pause, lisez-vous-le. Et je vous mets celui d'Hochberg maintenant. Regardez, hop. Je vous le mets en grand aussi. Faites-vous une pause, lisez de votre côté et analysez de votre côté. Voilà, on en fera plus précisément dans une autre vidéo ou un live. Allez, j'enchaîne, sinon la vidéo va être trop longue. Le salaire, 420 000 euros, j'ai calculé. 95 000, ça correspond x4 à je ne sais plus combien, plus les 3 jours qui restent sur 31 jours. Donc, je calcule toujours sur 31 jours. Hein. Je prends la base de la semaine, je divise par 7 pour faire un jour, et après, je multiplie par 3. Et ça nous fait les 3 jours qu'il y a en plus. Je rajoute les 3 jours en plus aux 95 x 4. Qui ferait les 28 jours. Donc ça fait 420K par mois. 420 000 euros par mois. Ça fait quand même un gros salaire. Hein. C'est dans les premiers points de vue OM. Donc s'il vient à l'OM, s'il change de club pour un nouveau contrat, il va demander plus. Il ne faut pas se leurrer. Il n'a que 25 ans. À moins que... il a envie de voir un autre air et changer ses idées, de partir de l'Angleterre où il n'y a que de la pluie, venir voir le soleil et les calanques marseillaises. Je ne sais pas, en tout cas, s'il viendra. Voilà, donc pour moi, 420 000, ça commence à être chaud, artichaut, et il va augmenter son salaire. Donc ça va être dans les eaux des 500 000, à mon avis. Comme Hochberg, comme pratiquement, là actuellement, il a comme Greenwood, mais ça va être un peu plus de Greenwood. Allez, j'enchaîne maintenant, on part sur le dossier, le principal, c'est celui des joueurs écartés. Donc déjà, on va faire un point sur Paul Lopez. Comme ne le prend pas, on l'avait vu hier, et Odero a signé. Voilà, celui qui suivait, il a signé, c'est fait selon Di Marzio. Donc next pour Comme, on n'en parle plus. Hop, j'enlève carrément la page. Pour Paul Lopez, Monza, un nouveau club, donc on en parlait avec le fameux joueur Carboni, vise Paul Lopez avant de finaliser Marco Silvestri, c'est un autre gardien italien, en attente d'accord complet. Pour l'instant, c'est pas complet. Monza sonde d'autres pistes, dont Paul Lopez. Donc c'est pas vraiment du concret, il ne se vise pas que Paul Lopez. Et je te précise derrière, attention, cependant l'opération de Lopez serait difficile à conclure compte tenu des coûts très élevés par rapport à son salaire. Il a un gros salaire, Paul Lopez, des grosses demandes salariales. Je pense que ça serait compliqué pour un petit club comme Monza de donner un salaire aussi important à son gardien. Allez, j'enchaîne. Donc pour Paul Lopez, il n'y a que ça pour l'instant et on enchaîne avec le gros dossier, les amis. Alors, il nous reste combien de temps? On est à 38. Je vais essayer de faire ça en 5-6 minutes, pas plus, sinon ça va être trop long. Alors, l'attitude de Chancel Mbemba est aux antipodes de l'image qu'il peut renvoyer publiquement. C'est-à-dire, c'est tout le contraire de ce qu'on voit avec son sourire, avec son côté plaisant, l'humilité, le côté plaisant sur le terrain, le côté plaisant en dehors du terrain. Quand il parle, on aime l'écouter, il est plaisant. On a envie de lui faire une bise, le croquer à petit Chancel. Voilà, on n'a que du bon à voir de lui. Derrière, du côté de RMC Sport, ils le descendent un petit peu, ils disent que c'est aux antipodes de l'image qu'il peut renvoyer publiquement.
Bizarre. A tendance à hériter en interne, selon RMC Sport. Comme d'autres, il a refusé des offres jugées satisfaisantes par l'OM. C'est pas fini, c'est pas fini. Et après, je donne mon avis, c'est pas fini. Hop, on voit les dirigeants qui ont leur hagard, l'œil un petit peu vicieux. Et je précise, certains joueurs sur qui le club ne compte plus ont même refusé des propositions qui leur permettaient de doubler leur salaire. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Mais je vais vous dire, il n'y a pas que l'argent dans le football. Si le joueur il n'a pas envie de partir et partir en Arabie Saoudite ou Qatar et tout, il a envie de jouer encore en pro, les compétitions européennes, s'il a envie encore de jouer en Ligue 1, s'il se sent bien à Marseille, pourquoi on le forcerait à partir? Il a déjà assez d'argent à Marseille. Peut-être que ce n'est pas des vrais mercenaires en fait finalement. Voilà, peut-être là, il faut aller dans le sens aussi des joueurs. Il faut aussi penser aux joueurs s'ils n'ont pas envie de partir, s'ils se sentent bien. Imaginons par exemple un Verretou qui a fait naître un enfant du côté de Marseille. Est-ce qu'il n'a pas envie que son enfant grandisse à Marseille? Est-ce que voilà, vous voyez ce que je veux dire? Il y a plein de données à prendre en compte, de paramètres. Ça, ils n'en parlent pas à RMC. Ils veulent faire leur petit buzz sur l'OM comme d'habitude. On leur donne un petit peu de fuite comme ça d'informations du côté du club pour un petit peu taper sur les joueurs. Voilà, je commence à chauffer un petit peu. Et là, derrière, moi je vous dis, il y a aussi le côté joueur. Il faut les protéger aussi. Je continue. Une situation qui ne permet pas aux dirigeants de poursuivre et de finaliser le mercato. Eh bien ça, il fallait s'y prendre avant. On s'en souvient, Pablo Longoria. Voilà, il avait dit, les joueurs qui arrivent à 1 an de son contrat, eh ben on les mettra de côté, on leur prolongera. Fallait le prendre avant, fallait pas prendre la dernière année. Voilà, comme Klose l'année dernière. Au bout d'un moment, Klose, je veux bien, peut-être qu'il s'entraînait pas ici et là. Ça, c'est de son côté que c'est sa faute. Mais derrière, on lui propose au dernier moment, comme à Camara aussi, où tu mettais de la pression quand tu appelais sa maman dans la nuit. Pas toi, Pablo, mais les autres, tes agents, double ou triple. Voilà, donc, et la pression qu'avait mis Benassi à Klose, ça aussi, c'est des manières aussi un petit peu bizarres. Voilà, on le sait que dans le football, tout n'est pas rose. Je le sais, je ne vais pas défoncer la direction. Mais parfois, il faut prendre du lest et il faut aussi comprendre les demandes du joueur. Si vous n'y arrivez pas à faire votre mercato, votre chamboulement tous les étés, tous les hivers, là, à chambouler 15 joueurs par-ci par-là, eh bien, ça, c'est de votre faute. Fallait s'y prendre avant, fallait pas faire 15 changements. Fallait faire peut-être 5, 6, 7, 8. À un moment donné, une équipe, il faut qu'il y ait un petit peu de cadre qui reste. Un Mbemba, c'est un cadre. Un Verretou, c'est un cadre. Voilà, ça, c'est des cadres. Bon, je parle pas de Gigot, je parle pas de Paul Lopez, qui n'a pas le niveau, mais c'est un cadre aussi, hein, si on veut passer par là aussi. Sanchez, c'était des cadres. Guendouzi, c'était un cadre, si on voulait le garder aussi. Payet, c'était un cadre, on pouvait le garder encore une année. Et il y en a plein des joueurs comme ça. Je vais pas aller sur tous les dossiers, parce que si on va sur tous les dossiers, on peut parler de Bamba Dieng et son surpoids. Je sais pas d'où ça sort. Bizarre, ça nous a fait fuiter ça. On peut parler de Bouba Camara, je vous en ai parlé juste avant, avec le fait qu'il veut pas signer dans son agence et qu'il veut pas forcément prolonger et qu'il y a des pressions auprès de sa famille, les appels la nuit, tout à sa maman. Ça, c'est le numéro qui a été fuité de la maman de Bouba Camara. Ça, c'était une goutte d'eau qui a normalement fait déborder le vase pour beaucoup de supporters marseillais. Je ne sais pas si vous savez, mais ça, c'est vraiment du concret. Hein. C'est sorti dans beaucoup d'articles, même le bouquin, je crois, c'est Riolo qui avait écrit un bouquin ou un autre, j'en sais plus, je sais plus. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses un petit peu nébuleuses autour de Longoria et la direction depuis qu'il est là. Je ne vais pas que le critiquer parce qu'il a fait des bonnes choses, ça, je suis d'accord. Quand il fait des bons recrutements, je le dis. Hochberg, j'ai dit bravo dans les dernières vidéos, bravo pour faire ce coup-là. Pour Carboni, s'ils arrivent à le faire, à faire plier un petit peu plus ou moins l'Inter, parce qu'eux, ils voulaient de l'argent directement, bravo aussi. Si Greenwood, ils l'ont fait, ben bravo aussi. On verra sur le terrain. Et on verra après, bien sûr, on jugera après. Si il y a des résultats après, eh ben bravo. Par contre, si on se loupe, je répète, si on se loupe encore une fois, comme la saison dernière, voilà, tu as eu une chance encore. L'année dernière, moi j'avais dit déjà, c'est déjà trop tard, ça faisait 3 ans. Maintenant, on va voir. Encore, on te laisse encore une chance. Enfin, Macourt te laisse encore une chance. Je parle de Longoria. Hein. Benassia vient d'arriver. On va pas lui taper dessus. C'est Longoria. Donc on va attendre, on va voir cet été comment ça va se passer jusqu'à la fin. Le bilan sera fait à la fin, le bilan de Mercato. Et le bilan sportif se fera à la fin de la saison, voire à la moitié déjà un petit bilan. Et là, on verra si on tapera encore vraiment concrètement sur la direction. Pour l'instant, je vais dire, voilà, j'ai donné mon petit mot là-dessus. Les joueurs, il faut aussi les protéger. Il ne faut pas non plus faire fuiter des choses qui sont peut-être des mensonges. Et on va voir justement après, il y a un joueur qui est parti de l'OM qui a balancé un petit peu sa bile sur l'OM et on va voir un petit peu ce qu'il a dit. Alors, je continue sur ce dossier-là. Alors, dans le camp des bannis, donc on parle de Paul Lopez, de Gigot, de Verretou, de Mbemba, de Amavi, pourquoi pas qui est juste en dessous. Dans le camp des bannis, on répond que Marseille doit tenir ses engagements et respecter les contrats signés. Ok? Ben oui, ils ont raison. Ils ont un contrat, les joueurs, Verretou, Gigot et machin et tout bordel, ils ont un contrat, donc on respecte. C'est comme il avait dit à Mbemba. On s'en souvient, Mbemba. Moi, il y a un problème aussi sur Mbemba. Mbemba, depuis qu'il avait dit du côté de Canal+, Afrique, moi, je suis arrivé à l'OM pour gagner des titres. Quand j'ai fait mon entretien d'embauche au début, j'avais dit à Pablo Longoria, ou à je ne sais pas qui l'a fait l'entretien, j'avais dit, je veux gagner des trophées. Moi, je ne viens pas pour faire un podium.
Ça, c'est un truc qui m'a marqué. Moi, je veux des trophées. Moi, je veux des joueurs comme ça, qui arrivent comme ça, qui sont gagnants, qui sont ragnants, comme il dit Balongoria. Je veux pas des ragnants pour un podium project, je veux des ragnants pour des titres project. Ok? Ça, c'est pour moi. Ça, c'est moi. Ça. Après, je sais pas, les supporters, si vous êtes tous comme moi, mais pour moi, je veux des trophées. Cette saison, ça va être compliqué. On est plus ou moins dans une transition encore. Transition. Tous les ans, on est dans une transition. L'année dernière, c'était une transition, un jeu rock'n'roll. On s'en souvient. Jeu rock'n'roll de Marcelino. Wouh, le rock'n'roll. La guitare, elle est un petit peu rouillée là. Voilà, on est passé de Marcelino, on a pris son Arbardonado, on a pris Gattuso, tout des hauts, hein, tout des hauts. Marcelino, Gattuso. Et après, on a fini par Gasset. Voilà, Gasset, le petit vieux qui passait par là. Il était au Pastaga, comme ça, au coin, au bar du coin. Oh, petit, regarde Gasset. Eh, viens entraîner l'équipe. Il est venu, il a fait tout ce qu'il pouvait. Gasset, on n'a rien à lui dire. Mais le jeu rock'n'roll, l'année dernière, c'était pas terrible. L'année d'avant, c'était avec Tudor. Ouais, on essaye de mettre un peu plus de sérieux, on essaye d'un peu plus, un peu de police dans le club. Je sais plus ce qu'il avait dit exactement comme texte. Tous les ans, il y a une transition. Alors cette fois, la transition, c'est un projet sur 3 ans. J'attends de voir. Hein. J'attends de voir si au bout de 6 mois, ça va pas être un projet terminé au bout de 6 mois, les amis. Vous allez voir, attention à cette saison, parce que là, de ce qu'on entend, les postes ne pas doubler les postes, des recrutements qui traînent. Est-ce que ça va se faire sur certains postes, par exemple l'attaquant? Est-ce qu'on va pas finir la saison juste avec Moumbagna devant et un jeune comme Sternal derrière? Attention, parce qu'au bout d'un moment, Sternal, je veux bien, il a de la qualité, mais est-ce que en Ligue 1, ça va tenir le coup? Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut tenir le coup, parce qu'il a du talent. Mais attention, la Ligue 1, c'est des Golgoth. C'est des Golgoth, des gabarits énormes. C'est pas la Nationale 3. Allez, j'enchaîne. Donc, le dernier truc. Le dernier, et il y en a un qui rigole. J'ai mis cette photo-là. En attendant de trouver un point de chute, Jordan Amavic a un comportement exemplaire. Voilà. Donc, il y a White Bois Blanc en français qui me dit: Oh Seb, il n'y a pas de live aujourd'hui? Non, j'avais dit que j'en faisais pas. J'en ferai un aujourd'hui, maintenant, samedi. Allez, j'enchaîne. Des intermédiaires chercheraient une porte de sortie justement pour Chancel MMA en Arabie Saoudite, selon la Minute OM. Alors, cette information-là, bon, on le savait déjà, mais je vous le relaye quand même. On ne sait jamais s'il y a vraiment encore quelque chose. Un club saoudien avait déjà manifesté un intérêt, mais pour le moment, Chancel n'est pas emballé par un départ. Ça vient plus ou moins en lien avec RMC Sport. Mais après, s'il n'a pas envie de partir en Arabie Saoudite, on ne peut pas le forcer les joueurs, les amis. C'est pas comme ça que ça marche maintenant. Hein. Les joueurs, c'est eux qui font la loi. C'est plus la direction, hein. C'est plus le football des années je ne sais plus combien. Donc, il faut aussi respecter les demandes du joueur. S'il se sent bien, Chancel Mbemba, s'il a toujours fait ce qu'il fallait sur le terrain. Pour moi, Chancel Mbemba, c'est un joueur cadre, comme je le répète, et je trouve qu'il n'a jamais triché. Voilà, comme Verretou. Voilà, Verretou, on peut me dire tout ce qu'on veut, il n'a jamais triché sur le terrain. Il a peut-être été mauvais sur certains matchs, il n'y a pas de souci. Mais Mbemba aussi. Mais sur le terrain, ils ont fait ce qu'il fallait. Je ne parle pas d'autres joueurs, je ne parle pas de Klos, je ne parle pas d'autres joueurs. Je parle de ces deux joueurs-là. Déjà, j'ai ce point-là qui me reste en tête. Ça m'énerve un petit peu qu'on soit aussi intransigeant du côté de la direction, même si je comprends. Il y a un petit peu de, voilà, vous voyez ce que je veux dire, contrepoids qui est dans ma pensée. Allez, on termine maintenant avec l'avis d'un ancien Marseillais, Pape Gay, qui nous descend la direction plus ou moins. Écoutez bien. Les dirigeants de clubs, c'est Pape Gay qui nous parle du côté d'Instagram. Les dirigeants de clubs qui font sortir des fausses infos dans la presse en salissant l'image d'un joueur qu'ils veulent voir partir, Jean Gerbe, plus ou moins, il fait un émoticône germant. En plus, à force, je pense que les gens ne sont pas dupes. La plupart savent que tout est faux. Surtout que les joueurs visés sont irréprochables et donnent tout sur le terrain pour leur club. Quel respect en retour? Au bout d'un moment, il faut savoir arrêter, respecter les gens et trouver d'autres stratégies. À bon entendeur. Donc ça veut dire à qui il se dirige, les amis, moi je vous le mets. Ah ben voilà qui tombe pile poil au bon moment. Le message sulfureux passé par Pape Gay, destiné vraisemblablement aux dirigeants de l'OM. Alors moi je vais préciser une chose dans son message. Bon, alors il y a un truc, tout est faux, je ne pense pas que tout est faux. Voilà, le truc de la plupart savent que tout est faux. Pas tout est faux, pas tout est faux. Il y a peut-être une part de vérité dans certains relais d'informations qui sont dans la presse, qui sont fuités par le club. Faut pas tout déconner non plus, mais là, quand on veut faire partir un joueur, parfois on pousse un petit peu avec le tisonnier un peu chaud. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ça, le joueur s'écarte. Après, il tombe de la falaise et il s'efface et il est parti du club. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, je pense qu'il y a un petit peu du fake dans l'information qu'on a vue avant pour Chancel Mbemba et tous les lofters. Je pense que certains veulent peut-être rester à l'OM et veulent s'imposer comme Chancel l'a dit dernièrement. Lui, il veut s'imposer, il veut rester, il se sent bien à Marseille. Gigot,
Je ne sais pas où c'en est. Peut-être qu'il y a un petit côté aussi à chercher à avoir le bon club. Si vraiment Rennes, il a refusé, par contre, là, ça me pose problème pour Gigot. Si Lille, je ne sais pas s'ils ont vraiment proposé quelque chose, il a refusé, ça me pose aussi problème. C'est des bons clubs. Voilà, Gigot, à moins que c'est le salaire qui pose problème, je ne sais pas. En tout cas, Gigot, je ne sais pas. Pour Verretou, il n'a pas envie d'aller au Qatar. Eh ben, il n'ira pas au Qatar. Il ne faut pas le forcer non plus. Il peut avoir un gros salaire au Qatar et s'il n'a pas envie d'aller au Qatar, il n'y va pas. Il faut aussi penser à ça. Après, pour Amavi, c'est différent. Amavi, il est bien en vacances, c'est pour ça qu'il sourit. Il est bien depuis des années, prêté à droite à gauche. Il a un salaire de 250 000 balles. Il s'emballe les steaks. Amavi, il est comme ça. Le steak à 10 000 balles, il s'emballe les steaks. Voilà les amis, donc mon avis sur le dossier Longoria, le dossier des joueurs partants, le lofter, la guéguerre, comme je vous l'ai dit. J'espère que je n'ai pas été trop insultant. Je pense avoir donné de bons arguments. J'aurais pu préciser les dossiers de tous les joueurs passés sous l'ère Longoria qui ont été poussés à bout, comme les Bakambu, ça rime en plus, qui avait même délivré sa parole du côté de Nani, là, le streamer. Camara, j'en ai parlé. Je peux parler de Luis Suarez, je peux parler... non, Vitinha un peu moins, on n'avait pas moins fait de mensonges. J'avais parlé de Bamba Dieng, de Gerson, le fait qu'il avait fait un front contre front à l'entraînement avec Tudor et que s'était pris la tête. Je ne sais pas si c'est vrai. Je pense qu'il y a une part de vérité. C'était un show ce mec-là. Mais ils ont un petit peu abusé dessus. Ils l'ont fait partir aussi peut-être comme ça. Il y a beaucoup de choses, les amis. Voilà. Donc, on va rester comme ça. Et je vais terminer sur cela, les amis. Allez, on va rafraîchir la page des informations. Ah, tout d'abord, tiens. Pour ceux qui sont intéressés pour un milieu de terrain qui est super fort, il y avait lui, c'était un Colombien. J'en ai parlé dans les lives, je crois, avec vous, il me semble. C'était Richard Rios. Voilà, donc là, actuellement, il y a Galatasaray qui est prêt à mettre 16 millions d'euros pour Richard Rios. Cependant, les négociations se poursuivent à un niveau supérieur. Le club veut 25 millions d'euros pour le joueur. Donc, est-ce qu'on peut mettre 25 millions sur le joueur? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un super joueur, hein, 25 ans, Colombien, qui joue, je ne me rappelle plus quel club, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, mais je le savais, je ne me rappelle plus exactement. En tout cas, super joueur, hein, de ce que j'ai vu à la Copa, c'est quand même pas mal. Après, c'est sur quelques matchs, 2-3 matchs, j'ai vu. Je ne peux pas non plus me juger sur une saison entière. Est-ce qu'en Europe, il arrivera? Mais en tout cas, de ce que j'ai vu, il y a quand même de la qualité, ce jeune joueur qui a que 25 ans. Allez, on va faire un rafraîchissement des informations. Il y a 4 petits trucs ici. Tchac, tchac, tchac. Merci. Il n'y a rien. Je pense qu'il n'y a rien. On descend un petit peu. Oula, qu'est-ce que c'est? Des coups de balle. On descend un petit peu. Bon, je pense qu'il n'y a rien à l'heure où je suis là. Bon, les amis. On va voir sur Fabrizio Romano. Des fois, il tweet dans la nuit. Et puis après, on se termine là. 50 minutes de vidéo. 50 minutes. Si vous êtes arrivé jusque-là, n'hésitez pas à me dire, franchement, Seb, ta vidéo, elle était top. Voilà, vous me dites ça. Ah là, il n'y a rien. Vous me dites, franchement, Seb, ta vidéo, elle était extra top. Et je vous remonte même vers la fin. Regardez, hop, du racolage pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, ceux qui me soutiennent. On est à 11. Je veux qu'on monte à 111, les amis. Allez, ou 50, pourquoi pas, ou 20. Allez, les amis, on donne de la force à la chaîne. Comme d'habitude, l'abonnement aussi, le racolage de fin aussi. Tac, 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 tac. Allez, on y va, let's go, les amis. 52 minutes exactement. C'est beaucoup, mais ça fait plaisir. Allez, vive le foot chez Savage Foot. Je vous souhaite de passer une excellente fin de nuit, début de matinée, début d'après-midi. Et on se retrouve à 16h pétante pour le live. Allez, les amis, je vous mets le lien dans la description pour le live. N'hésitez pas à venir nombreux, qu'on passe un bon moment. Un petit récap du résumé Mercato. Et voilà, c'est tout. Allez, vive le foot chez Savage Foot. Et surtout, allez l'OM. Ciao, ciao les amis. Et Longoria Benassia, mettez des pincettes sur les joueurs s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Ciao, ciao, ciao.